Bonjour et bienvenue dans votre émission de Docteur Dis-moi plus où nous allons aborder ces thématiques très importantes que nous avons appelées la préparation de la naissance à la parentalité. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant encore, c'est que nous allons parler de la grossesse de A à Z. Et je ne suis pas seule une fois de plus, je suis avec ma sage-femme préférée, que j'ai appelé affectueusement Tata Damil. Bonjour Tata Damil. Bonjour docteur. Alors, Damil Kingengi est sage-femme à la clinique Netcare à Pointe-Noire et moi je suis Nogaël Ogania Ikobo, médecin spécialiste en gynécologie obstétrique à la clinique chirurgicale des armées Océan. Et une fois de plus, bonsoir ou bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez chez vous. Alors je vous dis tout de suite après le jingle. Alors, savez-vous que porter la vie est un voyage sacré qui vient avec beaucoup de doutes, de questions, de transformations et d'interrogations? Je crois que oui, n'est-ce pas, Dani? Je pense que beaucoup de gens devraient penser à ça, en fait. Oui, effectivement. C'est un voyage. Ouais. C'est un voyage à la fois physique et aussi spirituel. Ouais, aussi spirituel. C'est aussi spirituel. Parce que cet être qui grandit en nous, effectivement, c'est vrai que du point de vue médical, il y a la science qu'on a étudiée, mais il y a de ces paramètres des fois qu'on ne maîtrise pas. Donc, du coup, c'est quelque chose de très important à prendre au sérieux et à être très informé pour éviter effectivement certaines situations désagréables. Exactement. Et donc, en fait, déjà, moi, j'aimerais quand même qu'on plante le décor pour comprendre ce que c'est que la grossesse, déjà. C'est la première étape. Parce qu'on va parler de préparation à la naissance, mais avant d'arriver à la naissance, on a d'abord la grossesse. Et donc, du coup, je sais pas si Damien peut trouver une définition sur... Oui, de façon simple, parce que tout en sachant que tous ceux qui nous suivent ne sont pas toujours médecins ou personnels soignants. Voilà, effectivement, ce sont des profanes, des fois des gens qui veulent bien comprendre. Donc, de façon simple, c'est en fait c'est un phénomène physiologique, c'est-à-dire naturel, qui dont l'intérêt est de comment je pourrais l'expliquer de façon simple. Donc, un phénomène naturel qui aboutit à l'évolution d'un être au-dedans de nous et par la suite à l'expulsion de celui-là hors des voies génitales féminines. D'accord. Voilà. Alors, pour faire simple aussi, justement, pour essayer un peu de compléter un peu la réponse de Damil, moi, j'aurais dit simplement, on va faire simple, en fait. C'est, vous avez pris un grain d'arachide, de cacahuète, que vous avez planté quelque part, d'accord? Et ça a commencé à s'enraciner à l'intérieur, ça a commencé à donner des petites branches à l'intérieur avant de pouvoir produire à l'extérieur et de voir la plante qui est en train de germer. Donc, en gros, c'est ça un peu le phénomène qui se passe avec la grossesse, d'accord? On parle de petites cellules qui sont posées, on va dire, dans les voies génitales de la femme, qui vont aller faire tout un circuit, on va pas faire un cours de physiologie, mais qui va faire tout un circuit pour aller féconder finalement l'ovule de l'autre côté, et tous les deux, une fois fécondés, vont venir s'implanter dans l'utérus, et jour après jour, cette petite cellule va grandir, et c'est comme ça qu'on va se retrouver un matin avec le ventre de quelqu'un qui est devenu ballonné, et puis un autre matin, on dit on l'a emmené à l'hôpital parce qu'elle est partie accoucher. Donc, en gros, voici un peu le phénomène qui se passe autour de la grossesse. Et donc, la grossesse, j'ai envie de dire, elle vient pas seule. Après, chaque femme
vit la grossesse de façon différente et de façon particulière. Il y a des personnes qui vivent les grossesses qui viennent avec beaucoup de symptômes, par exemple, beaucoup de signes. On a l'impression que la personne est devenue malade. Bon, déjà, faut qu'on se mette d'accord. La grossesse, c'est pas une maladie. Je n'arrêterai pas de le dire. La grossesse, ce n'est pas une maladie. C'est un mécanisme ou un état physiologique naturel normal. Ce n'est pas une maladie qui vient avec ses modifications. Voilà. Ça va modifier le cours de ta vie. Ça va modifier tes habitudes. Ça va changer ce que tu aimais. Des fois, il va arriver que tu n'aimes plus. Oui. Ce qui est parfaitement normal, n'est-ce pas, Dami? Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, vous avez parfaitement raison, docteur. C'est pas une maladie. Et ce sont ces habitudes-là qui sont modifiées, qui peuvent entraîner un malaise. Mais ça reste un état naturel et normal. Et qu'on ne devrait pas vraiment, en fait, bombarder de médicaments parce que c'est pas une maladie. Du tout. D'accord. Donc, mesdames, s'il vous plaît, c'est pas une maladie. Donc, arrêtez de penser que parce qu'on est enceinte, on devient, oui, il peut arriver qu'on soit accompagné de vomissements, de fatigue, de nausées, voilà, on a une tension mammaire, on a mal au bas-ventre et tout, mais c'est des choses qui arrivent. Oui. Et ça varie d'une femme à une autre. C'est ça. Ouais. En fait. Ou bien, ça varie d'une femme à une autre. Donc, du coup, on ne devrait pas se retrouver parce que tel ou tel autre. Par contre, ça, c'est quelque chose que je constate. J'ai vu des gens ou des couples, des amis, en fait, qui vont dire « Non, mais elle exagère. Ma mère, quand elle était enceinte de mon frère, elle n'était pas comme ça. » C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça varie d'une femme à une autre. On ne peut pas prendre parce que maman était comme ça et qu'elle devrait être comme ça. Non, les malaises de grossesse se supportent d'une femme à une autre. Il y en a de celles qui ne les supportent pas. Pas du tout. Et il y en a de celles où ces malaises sont accentués. Parce qu'aujourd'hui, on parle de vomissement, on se dit que effectivement c'est pas une maladie, mais lorsqu'on on est poussé à vomir plus de 10 fois par jour, on va se déshydrater et là il faut peut-être penser aller à l'hôpital, voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Donc en fait les symptômes, voilà, comme a dit la sage-femme, hein, les symptômes, c'est vrai que c'est pas une maladie. Mais il y a des personnes qui ont des symptômes de façon très, très exagérée. Et là, oui, il faut aller à l'hôpital. Et ça peut nécessiter en ce moment-là une prise en charge hospitalière. Parce que dans le cas des vomissements, par exemple, on est obligé de réhydrater la personne. On est obligé de s'assurer qu'il n'y a pas, ça va pas créer d'autres dommages. Hein, quelqu'un qui vomit tous les jours et qui n'avale rien du tout, mais au bout d'un moment, elle est complètement, elle est épuisée, elle est déshydratée et tout. D'accord. Donc, si c'est des symptômes qui sont supportables, on peut gérer. On peut gérer, n'est-ce pas? Mais quand ça devient très préoccupant, faut pas hésiter. Voilà. Faut pas hésiter d'aller à l'hôpital. Moi, j'aime bien les gens qui m'appellent. Enfin, je n'aime pas les personnes qui m'appellent, on va dire. Je sais pas si pour toi, tu rencontres aussi ce genre de situation. Quelqu'un qui va t'appeler à 2 heures du matin, qui va te dire, docteur, j'ai mal au ventre. D'accord? Ok, vous avez pris quelque chose? Non. Ça fait mal depuis quand? Depuis 4 jours. Et c'est à 2 heures du matin qu'elle appelle. T'as jamais rencontré ça? Ou bien c'est souvent chez nous, nous autres les médecins à qui on nous fait ça, quoi. En tout cas, peut-être ça vaut, et puis ça dépend aussi, hein, lorsqu'elle trouve que le médecin et pourtant, c'est bien de créer une relation amicale, une relation. Donc, je ne devrais plus être gentille à mes patients. Non, c'est pas ça, mais des fois, les femmes exagèrent parce qu'on ne peut pas avoir mal depuis 4 jours et appeler à 2 heures du matin. Il y a des gens qui font ça. Ouais, appeler à 2 heures du matin. Chez moi, c'est assez différent quand même. Je n'en ai pas encore. Enfin, me donner le secret parce que c'est assez différent. Parce qu'elle sait. Quand elle vient à la consultation, lorsqu'elle a fait ses premiers examens, lorsque je fais la première ordonnance, je mets toujours un médicament au cas où il y a douleur. Et j'instruis toujours que lorsque tu as mal, tu prends le médicament. 1 heure, 2 heures après, ça ne calme pas, va à l'hôpital.
Donc, du coup, elle sait déjà que là, j'ai pris, ça n'a pas marché. Je vais à l'hôpital tranquillement. Bizarre, C'est pas la peine que j'appelle encore. Bizarre, moi, je as prescrit. Moi, je prescris toujours également. Hein. Mm. Je vais prescrire toujours quelque chose pour la douleur au cas où. Même quand elle me dit j'ai pas mal, je dis il faut toujours avoir à la maison. On ne sait jamais. Oui. Je prescris. Mais, il y aura sur 10 femmes, il y aura toujours au moins une ou deux qui vont appeler. Qui vont t'appeler. Pour te dire, j'ai mal. Vraiment. Tu as pris le médicament? Non. Tu attends quoi? Non, je me suis dit qu'il fallait d'abord que je vous appelle. Franchement. Et c'est comme on a dit, hein, si les malaises de grossesse se différencient d'une personne à une autre, bon. Les consignes aussi se différencient, hein. L'écoute des consignes aussi se différencie d'une femme à une autre. Disons-le comme ça. On va dire ça mais, comme ça. On va les encourager toujours à appeler. Ouais, c'est vrai. Mais il faut respecter d'abord les consignes. Dire peut-être au médecin, docteur, j'ai bu ceci, ça n'a pas marché, la douleur persiste. Vu l'heure, je vis loin, qu'est-ce que je peux faire? Là, on comprend. Mais quand on dit, je n'ai rien pris, ça fait 4 jours, non, c'est abusé quand même. C'est abusé, c'est exagérément abusé. C'est exagérément abusé. Donc, les symptômes, justement, on insiste là-dessus parce qu'on voit tellement de choses, on constate beaucoup de choses. Voilà pourquoi on insiste. C'est normal d'avoir des symptômes. Et même quand on pense ne pas avoir des symptômes, tout à l'heure, quand on parlait, tu me disais que même les personnes qui pensent ne pas avoir des symptômes, le fait de manger déjà beaucoup alors que tu ne mangeais pas beaucoup, c'est un symptôme. Il y a des femmes, l'appétit augmente. Il y a des femmes, c'est vrai que toutes les femmes en grossesse quand même, lorsqu'il s'agit d'uriner, elles urinent plusieurs fois, mais il y en a de chez elles où c'est exagéré. Il y en a de celles qui dorment beaucoup. Ce sont aussi des symptômes, même quand ça ne dérange pas beaucoup la dame, mais ce sont des symptômes. Il y en a de celles où il y a une préférence à prendre beaucoup d'eau glacée. C'est aussi un symptôme. Donc, les symptômes sont là, c'est seulement que des fois, on les supporte mieux. Des fois, ce sont des symptômes qui nous conviennent. Voilà. Mais sinon, les symptômes, il y en a. Et je voulais souligner quelque chose, docteur. Il faut pas confondre symptômes et par exemple, une femme qui est en grossesse, qui commence à faire des petits saignements, ça, c'est pas un symptôme de grossesse. Là, il faut insister aussi, il faut aller à l'hôpital. Exactement. Là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut qui va pas. gérer, qui ne va pas. Voilà. Exactement. Donc, ça aussi, c'est quelque chose quand même. De la même manière, elle va t'appeler pour te dire que j'ai mal au ventre, ça fait 5 jours. De la même manière, elle va te surprendre à l'hôpital avec un saignement. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Non, ça fait 3 jours. Mais pourquoi tu es pas venu à l'hôpital? C'est ça. Donc, il y a des symptômes qu'on prend pas à la légère. Le saignement chez une femme qui est en aménorrhée, donc qui a un retard de ses règles, et il s'avère que ce retard, c'est une grossesse, c'est un signe alarmant. Il faut venir à l'hôpital. Il faut pas rester chez soi à la maison. Peu importe le prétexte. Et même moi, je me permets de dire aussi, en fait, les gens pensent que j'ai un peu de grippe, j'appelle le médecin, docteur, j'ai la grippe, qu'est-ce que je prends? Moi, j'aime pas trop ça, en fait. Moi, je me dis, viens à l'hôpital, que je m'assure que tout va bien, parce que la grippe aussi peut avoir des effets sur ton embryon, sur ton fœtus et tout. Viens à l'hôpital, une fois sur place, on s'assure que tout est ok, que le bébé va bien. En ce moment, on te met quelque chose pour ta grippe, on te prescrit quelque chose pour ta grippe, pareil pour ton palu. On reste pas à la maison, on n'appelle pas le médecin de la maison ou sa sage-femme de la maison pour dire j'ai tel souci, qu'est-ce que je peux prendre? Non. Ouais, je parlais de ça entre-temps à une collègue parce que ce sont quand même des habitudes qu'on devrait laisser parce que c'est devenu monnaie courante. La sage-femme, le médecin qui fait des prescriptions au téléphone, c'est très dangereux parce que vous le savez mieux que moi, on peut se retrouver devant un tableau d'HAP. Cette femme qui a mal au ventre, mais pourtant qui est en train de faire une hémorragie interne. Quand le médecin ou la sage-femme dit bois ceci, on est en train de perdre du temps. Exactement. Mais comme elle ne connaît pas tous les signes, elle va revenir à l'hôpital dans un cas très critique. Très critique. Voilà, donc c'est vrai, c'est mieux de pouvoir voir la personne, s'assurer que tout va bien. Et puis peut-être donner son traitement anti-palus ou bien anti-grippal.
Très bien. Avant que les gens puissent me demander après, c'est quoi HRP? C'est bien que je précise, hein. HRP, c'est en sigle, on a dit HRP. En fait, ça veut simplement dire hématome rétroplacentaire. C'est-à-dire que on a un décollement prématuré du placenta avant même que la personne ne se retrouve en train, on va dire avant même que le bébé ne sorte, parce que normalement le placenta devrait se décoller après l'accouchement, après la sortie du bébé. Mais dans ces conditions-là, le placenta se décolle avant et c'est une urgence. C'est une urgence, ça se manifeste par des douleurs, de violentes douleurs. Des fois pas, des fois ça passe à bas bruit. Oui. Donc peu importe le signe, hein, venez à l'hôpital. Oui. Venez à l'hôpital. Même les céphalies, hein, il y a des personnes qui vont te dire, j'ai mal à la tête, mais je pense que c'est le palud. Ils savent ce que c'est que la tension. Ils savent ce que c'est que l'hypertension. Qui est en train d'arriver. Franchement. Donc, je pense que les symptômes, il faut quand même faire très, très attention. On fait quand même la part des choses. Ouais. Quand c'est un caprice, s'il vous plaît, hein, pas à 2 heures, en tout cas. N'abusez pas aussi. Quand c'est un caprice, n'abusez pas. Et puis aussi, la sage, tu sais, il y a de ces personnes qui, alors, elles vont, c'est pas, bon, je sais pas si je dois dire ça un caprice ou pas. J'ai cette phrase où ma petite sœur et moi, on a l'habitude d'utiliser cette phrase, elle dit, grossesse qui n'a pas papa à côté ne connaît pas caprice, ne connaît pas malaise. Ah oui, c'est vrai. C'est un constat et moi, je peux dire que c'est vrai. Les caprices sont accentués par la présence du papa. C'est parce que le papa est là qu'on veut maintenant manger du saucisson sec. À 2 heures. À 2 heures. Je veux du soda. Ouais. Glacé. J'ai trop chaud. Ton parfum me dérange, mais en même temps, c'est compliqué. Ouais, grossesse qui n'a pas papa ne connaît pas malaise. Tu vas emmerder qui? Voilà. Ma sœur disait, c'est moi ton enceinteur. Va chercher ton enceinteur. Ben, c'est ça. Il n'a qu'à assumer sa responsabilité. Ah ouais. C'est pas faux. Donc, vraiment, si celles qui n'ont pas leurs époux ou leurs partenaires à côté arrivent à se gérer, donc ça veut simplement dire que quelque part, nous aussi femmes, on exagère un tout petit peu quand même. Mais regardez par exemple une femme, prenons un exemple d'une femme qui est en grossesse et qui doit être épousée. Vous voyez, ça disparaît. Et on lui dit que tu dois vraiment cacher cette grossesse parce que on doit te doter et les gens ne doivent pas savoir. Ne doivent pas savoir. La dame là ne fera pas de mal. Il y a zéro symptôme. La dame là s'arrangera de fois. Mais dès que c'est fini là, le lendemain même, tout reprend à zéro. Donc du coup, des fois, on ne dit pas que c'est vraiment un caprice que vous faites, mais il faut savoir que la grossesse, comme on l'a dit, n'est pas une maladie et il faut tenir compte de tout parce que c'est une situation physique et spirituelle. Voilà. Ouais. Et aussi, j'aimerais quand même aussi qu'on parle aussi aux époux, aux partenaires et tout. Enfin, de la même manière, on a dit que il peut arriver qu'elles exagèrent, mais de la même manière, messieurs aussi, prêtez quand même un tout petit peu attention aussi un peu à ce que veut votre femme. Des fois, elle passe par un petit caprice parce qu'elle veut juste que vous soyez à côté. Ouais, tout simplement. Parce qu'elle veut juste que vous soyez là, quoi. Ouais. Mais, en fait, moi, je pense que c'est vrai qu'il y a des femmes, il y a des hommes qui sont quasiment absents. Mais dans la plupart du temps, quand même, à la maison, les hommes reçoivent quand même des consignes que la femme est enceinte, il faut éviter ceci, il faut éviter cela. Il est là. Le problème, c'est surtout, en fait, l'accompagnement que nous, agents de santé, nous ne voyons pas dans les centres hospitaliers parce que on n'a pas l'habitude quand même de voir. Bon, nous, en clinique, ça va. En clinique, vraiment, ça va quand même. Les hommes accompagnent leur épouse à venir écouter ce que le médecin dit. Exactement. Mais dans le public, c'est assez difficile. C'est assez difficile. C'est pas toujours... Et assez difficile aussi parce que les conditions aussi ne se prêtent pas. Parce que lorsqu'on doit mettre toutes les femmes ensemble dans une même salle pour attendre leurs appels, souvent le monsieur peut se sentir gêné.
Donc, c'est une occasion aussi de voir un peu ça et pour pouvoir un peu modifier un peu les choses. Oui, pour qu'effectivement les hommes apprennent à accompagner leur épouse et leur femme aux consultations. Ouais. Voilà. Donc, messieurs, accompagnez, s'il vous plaît, vos épouses, vos femmes, vos partenaires en consultation. Ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir que, voilà, je ne suis pas seule à vivre ce moment parce que justement ça chamboule tout, hein. Moi je me rappelle ma première grossesse, j'avais pris du poids au tout début que plus rien ne m'allait. Et quand je dis je peux dire non, mon mari pouvait me dire mais on va sortir Nono. Je vais où? Plus rien ne me va. Il me dit tout ça. Mais je te dis que plus rien ne me va. Donc en fait voilà. Et c'est après qu'il a fini par comprendre qu'en fait, quand je disais vraiment plus rien ne m'allait, c'est parce que justement, j'avais pris du poids et qu'il y avait certains vêtements que je ne pouvais plus porter. Et donc, du coup, je me sentais à l'étroit dans certains vêtements. Et voilà. Donc, il faut vraiment prêter attention aux changements, être vraiment aux petits soins et tout. Ça fait... C'est bien. C'est très bien, en fait. Surtout, elles se sentent très épanouies. Oui, et surtout, vous imaginez, par exemple, une femme qui a des métrorragies, chez qui on découvre un placenta bas inséré. Vous voyez que cette femme, le médecin ou la sage-femme lui demande du repos, lui demande de ne pas soulever tout ce qui est lourd, mais elle est seule. Elle est seule. Elle vient à la maison, des fois, elle est... dans une cour commune où il y a la famille, il y a la belle famille. C'est pas évident. Et si le monsieur était venu en consultation avec madame, le médecin, oui, le médecin lui aurait expliqué que là, les seaux pour aller à la douche, c'est à toi de soulever maintenant. Le bidon, c'est à toi de soulever, il faut l'aménager. Et il le fera avec beaucoup de volonté et d'enthousiasme sans se gêner. Mais quand la femme vient seule en consultation, lorsqu'elle vient te dire, le docteur a dit que je dois plus soulever, non. Tu exagères. Tu exagères, mes sœurs sont là et de toute façon, nous, on n'a jamais connu de grossesse comme ça. Elles aussi, elles étaient enceintes et tout, c'est important vraiment que les hommes apprennent à accompagner. C'est vrai qu'il peut y avoir des conditions qui ne sont pas aussi assez bonnes, mais lorsque le médecin ou la sage-femme appelle la dame, allez ensemble. On vous entretient ensemble. Exactement. On te rende compte. C'est important. Voilà. Ouais, c'est très important, c'est très très important en fait, surtout pour les jeunes mariés aussi, ceux qui nouvellement se marient, ceux qui viennent de se marier, qui n'habitent que tous les deux dans la maison, ça fait aussi plaisir quand même, messieurs, hein, de temps à autre, hein, un petit déjeuner, faire plaisir à madame. S'il n'est pas allé travailler. Non, s'il n'est pas allé travailler, bien sûr, en week-end. Genre, non, chérie, aujourd'hui, c'est moi qui fais la cuisine pour toi. Ah, c'est bien, hein? Non, c'est bien. C'est bien, c'est ce qu'on veut, hein. Que veut le peuple? C'est ce qu'on veut. C'est moi qui fais la cuisine pour toi. Ça ne le rendra pas moins homme. Ouais, c'est ça. Au contraire. Au contraire. Oui. Ça ne le rendra pas moins homme. Donc, en tout cas, en ce qui concerne les symptômes, on en a beaucoup parlé. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, parce que on en a parlé, on a essayé de survoler aussi la nuance entre les symptômes et les pathologies. Voilà, donc je pense que les femmes ont bien compris qu'on peut avoir des vomissements 2-3 fois, chaque fois qu'on se brosse, c'est pas un problème. On peut être en train de beaucoup dormir, c'est pas un problème. Mais lorsque on vomit plus de 5, 6, 7 fois, là, il faut aller à l'hôpital. C'est important. Et pour éviter, en tout cas, surtout de prendre n'importe quoi au premier trimestre. Donc, je pense que les femmes ont bien compris ça parce que la femme, elle dit, j'ai des vomissements, je crache beaucoup, je sens plus trop, les odeurs me dérangent, qu'est-ce que je dois prendre? Il y a de ces symptômes, normalement, il n'y a pas de médicaments. Ne nécessiterait pas de médicaments. Des fois, il n'y a pas de quelqu'un va te dire, je crache beaucoup. En fait, des fois, je dis, on va créer le médicament. Et même quand on lui donne un placebo, elle revient aussi te dire que ton médicament là, il n'a pas marché. Il n'a pas marché. Mais quand je t'expliquais qu'il n'y a pas de médicament, tu n'as pas compris. Maintenant que je te donne aussi, il n'a pas marché. On fait comment?
Faut s'adapter. On s'adapte. Faut s'adapter. Voilà. Vraiment, il y a des situations terribles. Et la prise, les médicaments, voilà. La sage a dit quelque chose de très important, là. On ne prend pas n'importe quoi. C'est pas parce que tel a pris ça pendant sa grossesse que moi, je vais aller prendre. Tu ne sais pas pourquoi on avait prescrit à tel ce médicament-là. Donc, on ne prend pas n'importe quoi pendant les grossesses. Tout médicament qui doit être pris pendant la grossesse, c'est sur avis du médecin. Avis de la sage-femme. On ne touche pas n'importe quoi. Faut faire très, très, très attention. Et j'insiste là-dessus parce que franchement, l'automédication, hein, vraiment entre parenthèses, hein, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse sur l'automédication, c'est exagéré. C'est exagéré. Je me lève, je vais en pharmacie, celui qui reçoit en pharmacie, je lance pas la pierre au pharmacien ou au docteur en pharmacie. J'ai pas dit c'est le docteur en pharmacie qui a donné. J'ai dit celui qui a reçu en pharmacie, pas donné. Donc, celui qui reçoit en pharmacie te donne quelque chose. Mais qu'est-ce qui te dit que celui qui t'a reçu en pharmacie était lui docteur en pharmacie? C'est ça. On n'a aucune garantie. Tu es enceinte, tu as remarqué que ça démangeait un tout petit peu. Au lieu d'aller courir vers ton médecin ou ta sage-femme, non, tu te lèves, tu vas en pharmacie, tu dis, ça démange en bas, et donc, par rapport à ça, qu'est-ce que je peux prendre? Mais des fois, tu ne dis même pas à celui-là que tu es enceinte. C'est ça. Il te donne quelque chose, et des fois, ça passe pas chez les femmes. Oui. On fait comment? Il y a des ovules, par exemple, qui ne passent pas aux femmes. Voilà. Enceintes. On fait comment? Donc, s'il vous plaît, ne prenez rien sans avis médical, s'il vous plaît. Alors, Dami, parlons un peu des consultations, parce que, je sais pas pour toi, est-ce que tu reçois aussi des femmes, des fois, il t'arrive de recevoir en consultation, par exemple, des femmes qui sont, j'ai envie de dire, mal suivies, quoi, quantitativement? Oui, parce qu'il y a des femmes, surtout les femmes qui ont eu à mettre déjà beaucoup au monde, 2, 3, 4 fois. Elles se disent, j'ai l'habitude, hein, je suis pas pressée, j'accouche, il y a rien qui se passe, donc je peux même pas aller, donc même à 6 mois. Elle vient autour de 24, 25 semaines, 28 et semaines. elle totalise peut-être 3, 4 consultations. Ça, c'est même quand on a forcé. Le faire, elle prend pas. Elle dit que ça la dérange, ça sent mauvais. Vraiment, j'en ai reçu des femmes qui sont mal suivies, mais après qu'on arrive quand même à recadrer, parce que moi, je m'assois avec la dame, je l'explique ce qui va se passer par rapport à ce qu'elle est en train d'afficher comme comportement. Et elle s'aligne toute seule. C'est exactement ce qu'il faut faire, en fait. C'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que je pense qu'elles ont besoin d'enseignement, elles ont besoin d'être enseignées. Et donc, du coup, il faut bien les faire comprendre, les bien fonder des consultations prénatales. Et l'OMS recommande 8 consultations prénatales, c'est pas pour rien. Les 8 consultations ont un but. Et donc, ça coûte pas grand-chose, en fait. Ça coûte pas grand-chose, maintenant. Mais là où je suis, au dernier trimestre, sinon le dernier mois, lorsqu'on a atteint les 37 semaines, on voit la femme chaque semaine. Oui, à partir de 37 semaines, exactement. On voit la femme chaque semaine. C'est toutes les semaines jusqu'à l'accouchement. Jusqu'au dernier jour. Toutes les semaines. Et souvent, les femmes, en fait, c'est les débuts qui sont un peu difficiles parce que elles ont du mal à bien démarrer. Sinon, après, surtout avec le stress du deuxième trimestre, non, elles s'alignent. Elles s'alignent. Et elles viennent, les 8 consultations ou les 6 qu'elle a pu totaliser. Elles s'alignent, exactement. Et le bilan. Le bilan. Bon, j'avoue quand même, de plus en plus, j'ai pas mal de personnes qui arrivent quand même à réaliser leur bilan. Mais quand je suis rentrée nouvellement au pays, je pouvais constater certaines qui, les bilans, c'était pas tout le monde, hein. On choisissait certains examens. On choisissait parce que, non, on choisissait. Après, je pense bien qu'il y a eu certainement aussi le problème financier qui allait avec aussi. C'est vrai, docteur, qu'il y a un problème financier. Mais aussi, encouragé par, je ne dirais pas par la sage-femme pour ne pas me faire taper dessus, mais il y a des centres, surtout les petits centres, qui déjà, ils ont limité ils limitent les bilans.
Et la femme est rentrée dans cette habitude-là, dans cette routine. Et quand elle se retrouve devant quelqu'un qui demande tout le bilan, elle dit celui-là, il exagère. Elle veut se prendre pour qui? Pourtant, c'est très important. Oh, mais moi, on m'avait donné cette réputation. Elle demande trop d'examens. Elle demande trop d'examens. Jusqu'au jour où je me suis assise, j'ai commencé à expliquer le bien fondé de chaque examen que je demandais. Et les gens s'alignent au fur et à mesure. C'est en fait la raison pour laquelle c'est important de faire ces genres de plateformes. Ouais. Parce que les gens doivent comprendre. Lorsqu'une personne comprend que tu as besoin de faire ces sérologies, tu as besoin de faire ce bilan, tu as besoin tous les 2 ou 3 mois de faire quand même un hémogramme. Si elle comprend pourquoi elle le fait, elle va s'arranger à le faire. Donc, c'est important et c'est à encourager les plateformes comme ça pour pouvoir informer, éduquer, sensibiliser. Ouais. J'avais aussi, je me rappelle, il y a eu elle arrive et je lui demande, madame, montez sur table, il faut que je vous examine. J'ai dit, retirez votre sous-vêtement, excusez-moi, vous me permettez de vous examiner parce que je vais regarder votre col, je vais toucher aussi. Il me dit, mais je suis enceinte. J'ai dit, oui, je sais que vous êtes enceinte, mais on se connaît pas. Ouais. C'est la première fois que je vous rencontre. Moi, je voudrais savoir quel est l'état de votre col aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un problème à côté? Est-ce que, par rapport à votre grossesse, est-ce qu'il est ouvert? Est-ce que je dois m'inquiéter ou bien est-ce que je peux dormir sur mes oreillers? Donc, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut, la limite, en fait, en gros, voilà. Est-ce que, voilà. Et après, au départ, elle voulait pas vraiment, mais bon, son mari qui était là, il dit, non, mais laisse-toi faire, chérie, laisse-toi faire. Je vous promets que je ferai pas mal. Je l'ai examiné et quand on a fini, après, elle me dit, prochainement, si ça va pas, je dis non. J'ai pas de raison de vous toucher la prochaine fois que vous allez venir. À moins que vous ayez mal. Sauf s'il y a un souci. Si vous venez que vous me rapportez une douleur, par exemple, je serai obligée de réévaluer ce col-là encore. Mais aujourd'hui, je vois pas l'intérêt. La prochaine, mais par contre, j'ai dû le préciser, là, on est au début de grossesse. À partir de 36 semaines, je vais devoir commencer maintenant à vous examiner tout le temps que vous allez y venir. Ouais. Examiner ce col-là tout le temps. Mais pour l'heure, j'ai pas de raison, sauf si vous me rapportez quelque chose de particulier. Oui, et c'est très important aussi, docteur, de pouvoir après dans vos plateformes essayer de continuer à expliquer, parce que c'est une habitude qu'on a perdue. C'est une habitude qu'on a perdue. Il faut expliquer que, vous voyez, là par exemple, vous avez demandé à la dame d'être examinée en totalité. Le fait de poser un spéculum, le fait de regarder son col, pouvait vous orienter. Oui. Parce que la grossesse accentue les pathologies s'il y en a. Exactement. Ouais. Donc, s'il y avait un souci, vous aurez peut-être rattrapé. Exactement. Donc, c'est important vraiment, surtout en octobre, quand vous allez sensibiliser sur le cancer. De regarder justement, que, oui, c'est important. Et aujourd'hui encore, j'ai presque envie de dire, bon, après, maintenant, les gens ont pris comme habitude on va dire, de se faire examiner les cols que pendant Octobre Rose. Pourtant, ça devrait être. Alors, donc, on va en consultation gynéco. Et même les seins, docteur. Et même les seins. Est-ce que vous vous rendez compte, les seins, est-ce qu'on a encore une femme qui vient pour dire, je viens commencer mes consultations, je suis en grossesse? C'est rare quand même de dire, déshabillez-vous totalement, je vais examiner les seins. Non, c'est rare. Hein? Moi, je demande, je dis, excusez-moi. C'est-à-dire que, en fait, on se déshabille pour éviter, parce qu'après, il y a la pudeur et tout. Donc, progressivement. Donc, je peux lui dire, vous avez votre robe, retirez votre sous-vêtement. Elle retire, je prends un drap, je couvre. Ensuite, j'essaie de voir, est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'elle a une fermeture derrière? Donc, pendant qu'elle est sur table, j'ai dit, mais non, est-ce que je peux regarder vos seins, s'il vous plaît? Oui, je prends le drap, je remonte un tout petit peu le temps qu'elle enlève son habit. Je regarde rapidement les seins, enfin. Quand je dis rapidement, c'est une manière de parler, mais j'examine les seins et tout, parce que c'est très important. Des fois, on passe à côté des tumeurs en début de grossesse. Voilà. Et après ça se développe plus vite. Plus vite, justement. Parce qu'on n'a pas regardé. Parce qu'on n'a pas regardé. Donc, c'est très important de se faire examiner, mesdames. Et les consultations, il faut y aller. C'est pas la peine de se dire, non, je me suis réveillée en retard.
J'irai le mois prochain. Le mois prochain. Je suis fatiguée. Ou j'avais mal à la tête. C'est pourquoi je suis pas partie. Mais c'était l'occasion, au contraire, d'aller à l'hôpital. Franchement. J'ai une grande sœur qui est gynéco. Elle met sur les fiches. Absente. Oui. Mais nous, les sages-femmes, on met. Absente. C'est absente. Elle dit non, comme ça, on ne dira pas que c'est moi qui l'ai mal suivi. Oui. C'est elle qui est une bandite. Oui. Absente. Et cette pratique-là a discipliné les femmes. Oui. Moi aussi, j'ai commencé à mettre. La femme va t'appeler pour te dire, la sage, si tu m'as pas vu la dernière fois, j'étais en voyage ou j'avais une veillée, je rentre bientôt, qu'est-ce que je peux faire? Et là, on évite d'écrire absente. Exactement. Parce qu'on a compris, elle a compris. Exactement. Et les échographies aussi. Donc, il y a beaucoup qui sont enceintes. Des fois, elles n'ont pas fait d'échographie. Elles vont faire juste une seule échographie. La dernière. Ou celle du début. Non, celle du début, on néglige. On se dit, je fais la deuxième, entre la deuxième et la troisième, au milieu là. Parce qu'au moins, je connaîtrais le sexe. Le sexe. Parce que pour elle, l'échographie est importante pour le sexe. Alors, c'est pas ça seulement. Il faut faire la morphologie. Peut-être qu'on est en train d'héberger, ou du moins, voilà, un mal formé, des malformations qui sont incompatibles avec la vie extra-utérine et tout. Donc, il faut... Trois échographies, Trois échographies, c'est le minimum. Voilà, le minimum, c'est 3, sinon 4, en fait. 3 échographies. Et la prise de poids aussi, ça peut arriver au cours de la grossesse. Il faut s'y attendre. Des gens qui prennent excessivement du poids, ça peut arriver. Et là, il faut faire très, très attention aussi. Attention, le sucre. Il y a le diabète gestationnel qui peut être à côté, qui peut poser problème aussi. Donc, en gros, c'est toute une hygiène de vie que nous, personnels soignants, devrons prendre le temps d'expliquer à ces femmes qui viennent en consultation. D'autres, elles auront des problèmes de constipation et surtout la constipation. Il y a une qui me dit, docteur, je suis constipée, vous ne prescrivez rien. Aujourd'hui, je prescris rien, maman. Vous mangez quoi? Quel est votre régime alimentaire? Je mange beaucoup de poulet, Oui. Maintenant, on va changer de régime alimentaire, on va passer au bouillon. Hey, docteur! Les légumes. Il y a une qui m'a dit, les légumes ne peuvent pas rentrer dans sa bouche. Je dis, mais toi, tu as déjà 24 ans, donc depuis là, tu ne manges pas de légumes. Eh oui, hey, docteur, bouillon. Non, je peux pas. Je peux pas. Tu vas pouvoir. Mais bon, comme j'ai toujours les techniques pour faire comprendre que c'est important qu'elle modifie. C'est clair que ça sera pas évident de changer radicalement du jour au lendemain, mais de commencer à changer. Et il y a j'ai dit, je comprends que tu aimes tes grillades, mais assure-toi que tous les jours, sur ta table, quand tu as tes grillades là, tu as une assiette de légumes. Quand tu as tes grillades, tu as une assiette de légumes. C'est-à-dire, je sais pas comment tu vas faire, mais tu ne peux pas dormir sans avoir avalé un bouillon de légumes, un bouillon de poisson ou une assiette de salade de fruits. Oui, mais c'est aussi une occasion, docteur, de les rappeler que ces grillades, surtout quand c'est fait au dehors, il y a la toxoplasmose. Ça, par contre, moi je dis, femme enceinte, attention, évitez la nourriture de rue. Les femmes disent, parce que c'est ça qui est bon. Non, les femmes disent que quand moi-même je prépare, ça n'a pas de goût. Je sens pas, ça n'a pas de goût. C'est la nourriture du voisin. C'est la nourriture du voisin. C'est mieux. Et au lieu même que ça soit du voisin, on va acheter des grillades entre la poussière, entre déjà les assaisonnements qui ne sont pas vraiment adéquats. Et après, ça n'a pas vraiment cuit. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc, femme enceinte devrait faire attention à tout ce qu'elle avale, tout ce qu'elle mange, tout ce qu'elle prend comme médicament, tout ce qu'elle prend comme tisane. Faire vraiment très, 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 très attention. Je pense que si vous suivez l'émission sur l'insuffisance rénale avec le professeur Tony Eleni, alors lui, il fait comprendre que oui, c'est vrai que quand on parle de tisane, il a raison. D'ailleurs, attention, citronnelle, boulgotou, c'est pas de la tisane. C'est des thés. Il a pas tort, en fait. Mais, en ce qui concerne les tisanes où vous connaissez pas les compositions, non. Évitez ça surtout. D'accord? Donc, faut bien s'alimenter, boire beaucoup d'eau, faut bien s'hydrater. Alors ça, c'est très important. Il faut bien s'hydrater. Il faut avoir des aliments qui sont plutôt équilibrés.
Beaucoup de légumes, beaucoup comme de vous l'avez légumes. Dit, toujours une petite assiette Voilà. de fruits, de fruits. Moi, je me rappelle, lors de d'ailleurs, mes deux grossesses, en fait, j'ai toujours eu des gros problèmes de constipation. Et j'avoue que c'est même ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, limite, je ne mange pas, j'ai perdu l'habitude de manger la nourriture avec des accompagnements. En fait, ça ne me manque pas. Ouais. Je peux m'en passer du manioc. Ça ne me dérange pas de manger sans manioc. Le féculent, oui. Voilà, ça me dérange pas du tout. J'ai pris l'habitude parce que j'avais tellement peur que j'avais décidé de ne plus avoir riz, tout ce qui était accompagnement sur table. Je ne voulais plus rien avoir avec. Je préfère manger ma nourriture simple. Et je m'étais imposé un régime. Il me fallait avoir des fruits tous les jours sur ma table. Tous les jours sur ma table. Et ça, tout le monde s'y attelait pour me trouver ça. Mais tout le monde se mettait au pas pour me trouver des fruits tous les jours. Après, c'est devenu une habitude. Et c'est devenu une habitude aujourd'hui que j'inculque aussi à mes enfants maintenant aujourd'hui, en fait. Donc, beaucoup de repas à soupe. C'est très, très important. C'est très, très important. C'est très important. Bon, cette habitude le calabat, le kaolin et tout. Ça, moi, je déconseille. C'est très dangereux. Et j'avais fait même une capsule là-dessus. Le kaolin est source d'anémie. Exactement. Oui, ça provoque de l'anémie aux femmes. Donc, vous pouvez être en train de prendre votre fer tout le temps. Vous pouvez respecter les consignes. Mais derrière, lorsque vous prenez le kaolin, il arrivera que vous serez déséquilibré. Et on va constater que, mais vous faites tout le temps des anémies. C'est dû au kaolin. Exactement. Voilà. C'est dû au kaolin. Mais là, Sage, avant de chuter, j'aimerais quand même qu'on insiste un peu sur, il y a beaucoup de personnes qui savent pas où elles vont aller accoucher. D'accord. C'est-à-dire que elle est enceinte, elle se fait suivre par une sage-femme, elle se fait suivre par un médecin, mais elle avance, on lui posera la question, vous accouchez où? Elle a 37 semaines. Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. C'est très fréquent. C'est très fréquent. J'en ai rencontré aussi. Et il faut savoir, chère dame, qu'il est important de prendre attache. Bon, chez nous ou bien dans mes habitudes, moi j'oriente autour de 34 semaines. Oui, c'est important. Oui. Donc lorsque vous êtes déjà à 7 mois et demi, prenez attache dans le centre où vous allez accoucher. Regardez les conditions, c'est important. Prenez attache avec le personnel. C'est important. Il y a des habitudes qu'on fait ici, mais qu'on ne fait pas ailleurs. Voilà. Donc, du coup, c'est important de pouvoir demander à la sage-femme. Mais souvent, c'est la sage-femme qui fait peut-être même une recommandation, ce serait souhaité, ou bien le médecin fait quand même une recommandation pour mettre en confiance un peu la dame. Que va soit à tel hôpital, bon, par rapport à ton centre, par rapport à ton quartier, va à tel centre, voit un tel, et après, l'autre continue le suivi. Exactement. Voilà. Exactement. C'est comme, on disait tout à l'heure, c'est un problème de sous-information. Oui, parce que ces femmes-là, des fois, jusqu'à la fin, elle est là, elle erre, elle ne sait pas où accoucher parce que la sage-femme n'a pas fait cette préparation à l'accouchement. C'est vraiment le manque de préparation. Ce plan d'accouchement, on l'a pas fait. Elle n'a pas mis en confiance sa patiente, lui disant que ici, par rapport à ton cas, le bloc que nous avons ne peut pas t'accueillir. Parce que soit nous sommes au niveau 2 ou au niveau 3. Il faut expliquer. Il faut aller. Il faut avoir l'honnêteté d'expliquer et de dire, voilà, en fait. C'est ça. Donc, ton bébé est trop fragile. Tu fais une menace sévère, je t'envoie là où il y a la néonate à côté. Voilà. C'est important. Moi, je me rappelle, mon professeur, le professeur Itoua nous disait, arrêtez de jouer au gangstérisme. Tu te rends compte que c'est pas ton niveau. Il faut référer. Donne la main. Donne la main. Mais si tu veux toujours accompagner, oui, on n'interdit pas que tu donnes la main en continuant à regarder. Mais va vers la personne, tu dis, je t'ai emmené tel, mais j'aimerais quand même travailler aussi avec toi, toujours sur le cas. Mais le patient, en fait, les patientes ne nous appartiennent pas. C'est pas ma propriété. Voilà. Non. C'est des êtres humains qui sont venus nous voir parce qu'elles nous ont fait confiance. Voilà. Donc, en gros,
on devrait pouvoir les traiter correctement. Ce ne sont pas nos propriétés. Et donc, du coup, c'est à nous, personnels soignants, d'accompagner justement, de préparer ces femmes-là justement à la naissance en leur disant, à telle période, il faut penser à savoir où est-ce que tu vas aller accoucher, prendre contact, comme a dit la sage-femme tout à l'heure, au centre, avec le centre où tu souhaiterais accoucher, visiter, pourquoi pas, voir si les conditions sont réunies. Ça, c'est très important. Il y a d'autres même qui disent, bon, après, ici, au niveau de Pointe-Noire, il y a des cliniques qui exigent même, en fait, qu'à un certain niveau, que si vous voulez accoucher chez eux, à partir d'un certain nombre de semaines, il faut commencer à aller chez eux pour faire les visites. C'est ça. C'est ce qui devrait être fait, d'ailleurs. C'est ce qui devrait être fait, parce que quand tu viens avec des douleurs, il peut arriver qu'il y a eu un détail qui a échappé. Par exemple, si cette femme est déséquilibrée, elle est anémique. C'est stressant, c'est hyper stressant quand tu appelles en urgence pour venir gérer un cas de quelqu'un que limite tu ne connais pas en fait. Tu connais pas ses antécédents. Tu connais rien du tout d'elle. Rien du tout. Or, si elle avait pris le soin de venir en amont, tu aurais déjà une idée plus ou moins de ce qu'il en est et comment la gérer. Comment la gérer. Et tu gérerais même plus vite. Plus vite, oui. Et prendre des décisions qui s'imposent. Qui s'imposent plus vite. Plus vite. Si on se rend compte que c'est un gros enfant et que après on décide d'une césarienne et puis on est tranquille. Rapidement. Mais lorsque la femme vient comme ça, non. Donc, c'est important de... Donc, mesdames et messieurs, les couples, dès lors que vous vous rendez compte qu'il y a une grossesse qui est là, qui est en train de pousser, de la même manière, vous envisagez aller acheter les habits, parce que souvent c'est ça, on est pressé d'aller acheter les habits. De la même manière, vous êtes pressé de connaître le sexe, pressé d'aller acheter les habits. De la même manière, vous devrez aussi commencer à réfléchir, tiens, mon épouse accouche où? Ma femme accouche où? Dans quel centre? Qu'est-ce qui serait adapté pour nous par rapport déjà à là où j'habite? Est-ce que c'est proche? Parce qu'il faut tenir compte de ça, la proximité, des conditions de l'hôpital. Est-ce qu'ils sont à même de tout prendre en charge en cas de complications? Ça, c'est important. Et le détail aussi pour lequel je tenais à insister, moi je dis souvent, la grossesse, Dieu est merveilleux quand il a décidé qu'une grossesse devait durer 9 mois chez les êtres humains. Ça. Tout simplement parce que c'était 9 mois d'épargne et d'économie. Ouais. En tout cas. J'ai travaillé quand même un peu dans un hôpital public pour me rendre compte qu'il y a des personnes qui débarquent à l'hôpital sans un rang. Sans un rang. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Ouais. Après, on crie au scandale. Mais vous avez prêté serment. C'est vous les médecins. Un jour. Pourquoi vous négligez Vous négligez. Mais attends, tu viens accoucher. On veut bien. Je ne connais pas ton statut. On veut bien. Il n'y a même pas de gants. Vous avez décidé de faire de nous des assistantes sociales maintenant. On veut bien. Mais on peut pas le faire avec tout le monde. Non, il faut épargner. On n'a pas les moyens de le faire avec tout le monde. Donc, 9 mois, ça donne le temps de mettre un peu de côté pour pouvoir faire face le jour de l'accouchement. C'est la moindre des choses. C'est vraiment la moindre des choses. Encore, je peux comprendre, je dis, bon, ok, j'ai pas ce que le montant pour prendre en charge cette situation-là, je l'ai pas, mais j'ai ceci. Mais quand vous dites, vous n'avez rien, c'est-à-dire que on sait même pas par où commencer. Ça décourage, en fait. On sait pas par où commencer. Donc, je crois que j'étais en train de parler avec mes sœurs, là. J'étais en train de dire, je vais mettre en place une fiche. J'espère pouvoir la mettre en place ce mois de septembre. Une fiche, d'organisation pour pouvoir, comment mettre un plan d'épargne en 9 mois pour obtenir un certain montant avant d'aller à la maternité. Je suis en train de réfléchir comment je vais faire, en fait. Le minimum possible, du moins le minimum possible, en tenant compte du Congolais lambda. Voilà, le minimum possible, je pense pas à voilà, le minimum possible. Il n'y a pas que ça. En fait, il y a plusieurs travaux que je suis en train de faire. Mais j'espère que je pourrai les réaliser. Oui, c'est important. Mais, d'un autre côté, de nos jours, la grossesse entraîne beaucoup de dépenses aussi. Beaucoup de dépenses.
entre les ordonnances qu'il faut payer, les échographies qu'il faut réaliser, la layette qu'il faut préparer, l'ordonnance du 8e mois. La layette. Du coup. La layette, ouais. Beaucoup ne savent pas ce qu'il faut emmener à l'hôpital aussi. Ouais, du coup, épargner pour mettre encore quelque chose de côté. Des fois, ça peut paraître assez difficile, mais il y en a de ceux-là où ni échographie, ni layette. Layette, c'est la famille qui a donné un peu. Ni layette, ni échographie, ni ordonnance. Rien du tout. Prénatale, rien du tout. Et il vient, il dit, faites d'abord, je vais venir. Non, le Seigneur va s'en charger. Faites d'abord, de toute façon. Hein, donc, mais là, c'est comment? C'est pas facile. Donc, c'est important. C'est important, comme l'a dit le docteur. Il faut épargner. Elle trouvera peut-être les moyens de pouvoir emmener à bout cette fiche. Mais c'est important. Je vais essayer, en tout cas. Je vais essayer. Que même 100 francs par jour. Voilà. Moi, j'ai souvent dit aux femmes, même 100 francs par jour. Ça peut permettre. Quand tu as fini de faire ton marché, un petit 100 francs. Quand tu vas prendre 100 francs, tu mets à côté le mois. Ça te fera déjà, je pense, 3000. 3000. 3000. Et si on multiplie par 9. Au moins, c'est quelque chose. On aura au moins un petit 30 000. Je vais à la maternité. J'ai un petit 30 000 ou j'ai un petit 25 000. Voilà, c'est-à-dire que c'est au moins j'ai quelque chose que je n'ai rien du tout. Voilà. Parce que la santé n'a pas de prix. Rien du tout. En fait. D'accord. Donc, je crois qu'on a essayé un peu de tourner, de faire un peu le tour, un peu. Vous aurez peut-être certainement plus de détails dans les capsules, dans les shorts qui seront diffusés. Il y aura un peu plus de détails. Et comme j'ai dit, je suis en train de réfléchir sur des fiches. Comment choisir sa maternité, comment préparer sa layette, comment mettre un peu d'argent de côté quand on attend un bébé. D'accord? C'est des choses qui, je pense, en mon sens, avec ma petite expérience, je pense qu'il faut éduquer là-dessus. Oui, c'est important. Il faut éduquer là-dessus. Il faut continuer à parler, communiquer là-dessus, jusqu'à ce que ça rentre dans les cœurs des femmes. On va pas s'arrêter. Des couples surtout. La femme, elle comprend plus vite, mais l'homme, on va pas s'arrêter. Je sais pas si la sage a quelque chose d'autre à dire à ceux qui nous suivent. Un message particulier quand même. Bon, un message particulier, c'est que, chères femmes, nous vous aimons. En tout cas, nous vous aimons, c'est pourquoi on passe du temps à communiquer, on passe du temps à vous éduquer, parce que on souhaiterait vraiment que cette expérience se passe de la meilleure des façons, que la maman et le bébé se portent en bonne santé le jour de l'accouchement. Maintenant, au vu de tout ce que nous avons dit ici, je voulais ajouter quelque chose. Chères femmes, dormez avec les moustiquaires. Ah oui, on en a pas parlé. Vous n'aimez pas les moustiquaires. Vous dites que ça chauffe, ça étouffe, mais pour le bien du bébé, pour éviter un palud sévère, dormez avec les moustiquaires. Faites un effort. Je pense que prochainement, on en parlera en long et en large, mais aujourd'hui, je veux déjà vous dire, dormez avec les moustiquaires. En tout cas, dormez avec les moustiquaires, c'est pas faux. Bon, moi-même, je dors pas avec les moustiquaires. Mais parle aux femmes enceintes. C'est très, très important. C'est vraiment très, très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, la Sacha. Merci à vous qui nous avez suivis. Alors, c'est vraiment avec un pincement de cœur qu'on est obligé de se dire au revoir. Et on espère vous retrouver très, très vite pour le prochain épisode de cette série Préparation à la naissance et à la parentalité. On vous donne rendez-vous très, très vite et bonne journée, bonne soirée. À très, très bientôt. Bye bye. Bye bye.